Bienvenue dans le podcast référencement. On va utiliser le mot référencement parce que je suis avec Monsieur Olivier Andrieux. Salut Olivier. Salut. Qui vient de l'époque où on utilisait référencement et pas SEO. Ouais, oui. Et en fait, tu n'as jamais été officiellement... Mon podcast avait toujours pour ambition de faire découvrir des nouveaux talents. Ce que j'ai réussi à faire. Et l'idée n'était pas de faire connaître Olivier Andrieux ou Paul Sanchez. Donc c'est vrai qu'il y a eu toutes ces années. Et puis quand tu as pris ta retraite, j'ai dit, allez, il faut qu'on tourne. Tu m'as dit oui. Et puis je t'ai posé un lapin. Et puis... Et bien là, on a une bonne occasion de démarrer avec un sujet, rien à voir avec le SEO, mais rien que le titre, Sexy Moll. L'album de BD Sexy Moll, The Dark Side of the Loose. Oui. Dis-m'en plus, s'il te plaît. Eh bien, écoute, voilà, ça c'est la couverture. Voilà, hein, comme ça. La couverture Sexy Moll, voilà, ça, elle a été faite il y a quelques jours. C'est un album qu'on est en train de mettre en auto-édition, du coup, parce que moi, ça me disait bien de tester l'auto-édition parce que c'est quelque chose d'assez sympa, et puis on a les mains libres pour faire un peu ce qu'on veut, dans les délais qu'on veut, surtout, parce que les éditeurs de BD ne sont pas toujours les plus rapides dans les décisions, dans les prises de décision, etc. Et puis, on s'est dit, allez, avec donc le dessinateur, c'est Baba, donc Baptiste Deliotraz, la personne qui met en couleur, c'est Bruno Citruni, et puis on s'est dit, allez, si on tentait l'auto-édition, parce qu'il y a plein de projets en plus derrière qui peuvent se faire aussi en auto-édition. Alors on a lancé hier la cagnotte Ulule, on est content parce que en 24 heures, 30% du montant visé, qui est de 5 000 €, 30% sont déjà atteints, mais bon, c'est pas fini, hein. Le nouvel objectif, c'est les 50%, et puis évidemment, on a 45 jours pour arriver aux 100%, et puis on va le lancer. Et, c'est sympa l'auto-édition parce que ça permet de tester un peu tous les métiers, de comprendre et d'apprendre aussi tous les métiers, que ce soit l'édition, l'impression, le stockage des BD, l'envoi des BD aux clients, évidemment la création, les contributions, c'est-à-dire les petits goodies qu'on offre aussi, les marque-pages, les ex-libris, les dessins qui sont avec. On va faire des médiators de guitare personnalisés au nom de Sexy Moll. Enfin voilà, plein de choses. On va faire une version classique, une version luxe aussi, uniquement pour les gens qui ont commandé sur Ulule. Enfin voilà, ça permet de faire plein de choses et puis d'aller vite et de faire totalement comme on veut, c'est ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est une vraie liberté pour créer un album de BD dans les délais impartis. Hein. On voudrait bien que ça soit disponible avant Noël. On verra si c'est possible. Mais voilà, il y a encore un peu de travail. Mais moi, j'ai écrit les 2/3 des scénarios. Baba a dessiné 1/3 des planches déjà. Donc ça a bien avancé. Et puis, on va faire ça. Je pense qu'il y a matière, parce que là, quatre jeunes qui montent un groupe de rock, il y a matière, effectivement. Ouais, puis c'est vraiment 4 crétins, donc comme c'est vraiment 4 couillons, ça permet pas mal de choses, quoi, finalement. Alors, l'URL, fr.ulele.com/sexymoll. Voilà. Ou sinon, Sexy Moll dans Google, ça marche aussi. On a envahi la première SERP de résultats. Où est-ce que c'est le mieux pour te suivre? Moi, je suis tes pérégrinations sur Instagram. Ouais. Mais quel est le meilleur moyen de rendre en contact avec toi et où est-ce que c'est le mieux en fait, pour te suivre? Je pense que là où je suis le plus actif, c'est Facebook. Mm-hmm. Mais sinon, j'essaie de répercuter aussi sur Instagram.
Twitter, je laisse ça au drama SEO. Les poètes du SEO sur Twitter. Mais parfois, il y a des trucs sur Twitter. Et puis, un peu sur LinkedIn. Mais bon, LinkedIn, il n'y a pas beaucoup de répondants. Mais je dirais, ouais, Instagram, surtout Facebook et sinon Instagram. Et puis sinon, mon site web, olivierandrieux.fr. Ou donc le site de la société maintenant. Donc, j'ai changé le nom de abondance.com en clève.fr. J'ai changé de code APE, puisque maintenant, c'est une maison d'édition. Voilà. Et donc, voilà, tout est un peu là, quoi. On va pas trop parler de référence. Il y a quelques questions quand même. J'ai dit à Bootcamp SEO, dites les gars, j'ai Olivier Andrieux qui passe en podcast. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ah oui. Il y a des questions improbables, certaines sont rigolotes, mais surtout, il faut savoir quand même que la BD, c'est tes premiers amours. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la BD, ouais, ça fait un moment. Mais j'écrivais des livres sur Astérix, sur Goscinny, Uderzo, etc. Et ça fait que 2 ans que j'écris des scénarios. Donc au début pour Is No Good, et ça fait que 6 mois que je suis scénariste à temps plein maintenant. Qu'est-ce qui t'a... Alors, parce que moi, j'ai toujours dessiné depuis que j'étais un crayon. Mettre en couleur, ça prenait un peu de temps. Après, la photo, c'est parce que j'ai découvert que je pouvais faire un dessin en 1/500e de seconde. Et c'est pour ça que je fais de la photo, juste par fainéantise ou par défi d'arriver à faire un dessin comme ça en un snap. Mais comment... ça me passionne. Que ce soit devenir photographe ou en faire rentrer dans le business de la BD, qu'est-ce qui t'a motivé? Je te parle donc en fait, moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires, en fait. C'était vraiment ça. Je me suis aperçu assez rapidement que le dessin, la fée du dessin ne s'était pas penchée sur mon berceau, clairement. Je suis un très mauvais dessinateur et en fait, mais tu sais, je pense que quand on est dessinateur, on est dessinateur, mais du verbe naître. Et je pense pas être né dessinateur. Par contre, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours aimé raconter des histoires et en fait, le fait d'écrire des bouquins sur Goscinny, etc., ça a un peu incrusté le truc en moi en me disant, ouais, il y a des méthodologies. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui s'improvise. Et puis c'est en voulant tester la méthodologie de René Goscinny pour raconter, écrire des scénarios, etc., que je me suis dit, ah ouais. Et du coup, je me suis piqué au jeu et ça m'a vraiment passionné, quoi. Et puis je suis parti dans le truc et puis allez, quoi. Et puis c'est là que tu travailles ton imagination aussi, c'est là que tu travailles. C'est pas un truc, t'arrives, tu te mets derrière une chaise et tu racontes des histoires. C'est un vrai boulot, quoi. C'est un vrai boulot. Il y a des méthodes aussi. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est comme coder, tu vois. Je suis jamais arrivé à un script abouti qui fonctionne parce que le débugage et ouais, faire les planches, tout ça, et ouais. Mais bon, j'étais petit à l'époque, hein. Enfin petit, préadolescent. Et pourquoi Goscinny? Goscinny, parce que c'est le commandeur, hein. C'est la statue du commandeur qui pèse, qui est derrière tout scénariste de BD, hein. Astérix, il n'a pas créé Lucky Luke, mais il a assez tôt travaillé sur Lucky Luke, Is No Good, bien sûr, le Petit Nicolas, et puis des milliers de planches et des centaines d'albums, enfin un truc de fou, quoi. Et finalement, c'est lui qui a vraiment mis en lumière le métier de scénariste. En fait, avant pas les premières BD, mais dans les années 50, voire 60, il n'y avait déjà pas le nom du scénariste, il y avait pas le nom du scénariste, pardon, sur la couverture de l'album, hein. Il y avait un auteur, c'était le dessinateur. Et puis le dessinateur, il se démerdait, il payait un scénariste au forfait, ou il le faisait lui-même, mais le nom du scénariste n'apparaissait jamais sur la couverture de l'album. C'est un métier qui n'existait pas quelque part. C'était un peu le nègre, c'est un peu ce qu'on appelle le nègre du dessinateur. Et en grande partie, il n'y a pas eu que Goscinny, mais c'est en grande partie Goscinny qui a donné ses lettres de noblesse à ce métier, qui a fait en sorte que le scénariste
en termes de droits d'auteur, soit payé 50-50 avec le dessinateur. Enfin voilà, il a vraiment fait beaucoup pour ce métier, pour la reconnaissance de ce métier. Donc et puis oui, tout simplement, il a bercé ces histoires ont bercé mon enfance. Hein. Donc moi, je suis un enfant de Goscinny, quoi. Comme Ouais. beaucoup, hein, je suis le seul. Hein. Oui, ça, moi, j'étais un peu plus parti bon, dans la science-fiction un petit peu, mais ensuite, c'était. Ah putain, son nom, Super Dupont. Gottlieb. Gottlieb, voilà. Et puis ensuite, Hugo Pratt, choses comme ça. Et, voire même. Mais là où tu as raison, c'est qu'au niveau de raconter des histoires, Goscinny est un maître. Et raconter des histoires, c'est la clé de voûte d'absolument tout. Une fois que tu sais raconter des histoires, En fait, on dit souvent, alors il faut bien que je la mette dans le bon sens. Un mauvais scénario ne peut pas, non, un bon dessin ne rattrape pas un mauvais scénario. Par contre, un voilà. bon scénario peut rattraper un mauvais dessin. Ouais, Et ouais, ça, c'est vraiment le cas. Si l'histoire elle est pas bonne, elle est pas bonne. ouais, Tu peux avoir un très bon dessinateur derrière, ça fonctionnera pas. ouais. Donc c'est vraiment important, c'est la base de tout d'ailleurs. Et quand on fait un album, c'est toujours le scénariste qui commence, puisque c'est lui qui fait l'histoire. Hein. Donc si lui il merde au départ, derrière ça marche plus, quoi. C'est clair. Quel est ton avis là sur carrément, moi je parle de remplacement des univers DC et Marvel par le manga enfin, c'est même très impressionnant puisque dans le top 10 des apps qui ont rapporté le plus d'argent, des applications mobiles, il y a une application manga. Ouais, oui, et le marché de la BD est essentiellement occupé par les mangas, hein, c'est clair. Hein. Bon, moi, c'est pas trop mon trip. Hein. Bon, après, j'ai discuté justement avec le dessinateur d'Isnogood à un salon, parce que j'étais le pur puceau du manga, je connaissais vraiment rien. Il me dit, bah écoute, lis 3 albums de One Piece et ça, déjà, tu te feras un tout petit début d'opinion. Alors, j'ai acheté les 3 premiers albums, je les ai lus. Bon, c'était mieux que ce que je pensais. Franchement, je n'avais pas une très bonne opinion, mais c'était débile parce que je n'avais jamais lu. C'est pas mal, mais voilà, c'est pas mon truc. Comme c'était pas mon truc, Goldorak non plus, et Actarus et compagnie. En termes de moi, j'ai toujours été Walt Disney plus que Goldorak. Et je suis toujours aujourd'hui plus BD franco-belge, clairement, que manga ou comics d'ailleurs. Mais voilà, c'est des évolutions, hein, le temps passe. Moi, personnellement, je trouve. Alors, les gens qui adorent les mangas, ils vont hurler en entendant ce que je vais dire, mais je trouve que les mangas, c'est toujours un peu pareil, quoi, graphiquement. Et au niveau des histoires, ouais, enfin bon, ouais, c'est pas mon truc. Voilà, je peux pas dire, c'est pas mon truc. Voilà. J'imagine que c'est certainement très bien, qu'il y a des gens qui adorent et bravo, hein, c'est quelque chose qui est super. Mais j'accroche pas. J'accroche pas. En fait, et surtout si on oppose avec les univers Marvel qui sont gérés par des entreprises, et donc c'est quand même vachement cadré. Et puis c'est vachement compliqué à suivre l'histoire des Avengers et des machins. Je veux dire, ils rebootent le truc, ils reprennent par le début, le milieu, tandis que les mangas, ça démarre à A et ça finit à Z. Et puis voilà, c'est beaucoup plus simple à suivre. Et puis surtout, c'est qu'il n'y a pas ce carcan qu'impose le. Enfin, justement, quand je parle des grosses productions, quoi, comme tu citais One Piece, et on retrouve justement aussi un petit peu cet élan d'auto-édition. Et puis surtout, je retrouvais tu vois, enfin, le papier marron, quoi. Les BD avec sur le papier. Ouais, mais tu sais, les comics sont connus. Je dis pas que ça existe, mais sont connus depuis beaucoup plus longtemps que les mangas. La Ouais. vague comics est là depuis plus longtemps. Donc, je pense que
la machinerie hollywoodienne ou autre, c'est accaparé aussi le marché des comics et c'est devenu des grosses productions. On verra ce qu'il en sera des mangas peut-être dans 5 ou 10 ans. Hein. Il y aura peut-être une évolution et ce sera la même que pour les comics. On verra, on peut pas dire, mais il y a un décalage dans le temps entre les deux époques, comics et manga, mais je sais pas, on verra. Tu sais, à partir du moment où il y a un truc qui a du succès, Oui, en tout cas, faut pas se leurrer, hein. c'est juste, personnellement, moi, j'ai été surpris de ce succès, enfin, de l'énormité de ce succès. Ouais. C'est assez démentiel. Personnellement, je préférerais que les gens lisent des BD franco-belges Ouais. parce que c'est plutôt ce que je fais. Alors, Comment se porte le marché de la BD franco-belge, enfin voilà, ton genre? bah, alors, la BD, le marché de la BD marche bien, hein, Mm. clairement. Euh, donc le manga, beaucoup de romans graphiques, c'est-à-dire des histoires un peu au long cours avec des albums assez épais. Voilà, ça, ce sont les deux sujets qui marchent bien, roman graphique et manga. La BD franco-belge, c'est quand même un truc de boomer à mort. et il y a assez peu d'éditeurs aujourd'hui qui prennent qui prennent le risque de faire de la BD franco-belge. D'où le fait aussi qu'on ait envie de faire un peu d'auto-édition parce que les lecteurs sont là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment. Et on voit d'ailleurs que finalement, un Titeuf, c'est pas si éloigné, un Gaston qui arrive, Astérix, enfin, il y a quand même beaucoup de BD, Lucky Luke, il y a quand même pas beaucoup de BD qui sortent et qui font de très gros tirages. Mais sur des nouveaux projets, sur la BD franco-belge, ce qui marche aujourd'hui, c'est les trucs, les grands classiques. Mais sur des nouveaux projets, il y a peu d'éditeurs. Il y a peut-être Bambou qui fait de la BD, BD agronée, hein, c'est ce qu'on appelle la BD agronée. Par Bambou aujourd'hui, même Dupuis, Dargaud, qui sont des éditeurs un peu historiques, font plus beaucoup de ce type de choses. Donc c'est un peu, bon, il y a Fluide Glacial, mais c'est Bambou comme magazine. Mais voilà, la BD franco-belge, on peut pas dire que ce soit quelque chose qui est le vent en poupe. Et moi, je trouve ça dommage parce que moi, c'est ce que j'ai envie de faire, hein, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de faire. Ça ne veut pas dire que là, j'ai dans les cartons des scénarios de bande dessinée réalistes. À la 13 ou l'Argo Winch, par exemple, parce que j'aime bien aussi ça. On n'est plus du coup dans le franco-belge. Mais ouais, mais le gag franco-belge, ça a un peu plus de mal aujourd'hui à passer. Je pense que les chères têtes blondes d'aujourd'hui vont plutôt sur le manga. Donc le public de la BD franco-belge vieillit peut-être un peu. Mais voilà, moi c'est ce que j'aime, donc c'est ce que je fais clairement. Alors, je ne sais pas si c'est franco-belge, mais bon, c'est le genre, disons. Mais je me rappelle quand même d'une série qui, je crois, fonctionne toujours sur le rugby, sur une équipe de rugby, un peu dans ce que tu fais, l'équipe de rugby qui fait. Et comme mon fils était au rugby depuis tout petit, je me rappelle que je lui ai acheté comme cadeau. Et donc, c'était tout nouveau, je me rappelle du numéro 1, et ils doivent être au numéro, je ne sais pas combien aujourd'hui, mais ouais, quand on a un bon sujet, quand on raconte Ouais. des bonnes histoires et qu'il y a, il y a ce phénomène d'empathie que tu trouves ton public. Ouais, Et, c'est ça, ouais, tout à et- fait. Ouais. et, Ça doit être la série chez Bambou, justement, les rugbymen. oui, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est Bambou, tu vois. Bon, c'est le dernier éditeur qui survit, enfin qui vit d'ailleurs bien. D'ailleurs, lui, il vit bien en faisant du franco-belge, enfin, en faisant des BD agronés. Donc, il n'y a pas de raison. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de modes. Hein, les éditeurs ne prennent plus beaucoup de risques sur des nouveaux venus, sur des nouveaux projets, ou ce type de choses. Donc, en fait, c'est soit les auteurs sont connus, et à ce moment-là, on publie même si c'est mauvais, ce que je vois. Soit les auteurs sont pas connus, et à ce moment-là, il faut 1 an, 2 ans
pour qu'il y ait peut-être éventuellement quelque chose qui soit signé, mais c'est d'une lenteur extrême. Donc, d'où le fait qu'on ait envie aussi de. Enfin, heureusement, il y a des gens qui bougent, hein, mais le monde de l'édition n'est pas connu pour être très réactif, hein. Mais l'auto-édition, tu vois, moi, tu connais le surnom que je t'ai donné dans l'industrie du SEO. Je t'appelais le Laurent Voulzy ou le Alain Souchon du SEO parce que tu as toujours avancé à ton rythme, tu as toujours fait les trucs quand tu as voulu, au moment où tu as voulu. Et Ouais. effectivement, bon, il y a l'histoire avec Erol et ton bouquin, mais ça, il y a quand même une question de timing et d'opportunité. Mais pour le milieu de l'auto-édition, et tel que je le vois moi, ben, ça te correspond quand même justement à. J'ai l'impression que ça correspond à ton caractère, quoi. Oui, complètement, ouais. Ouais, Mm. bon, ça fait un moment que j'y pensais, mais donc du coup, j'ai fait des tableaux de bord dans tous les sens parce que bon, j'amène aussi dans ce premier projet, j'amène un dessinateur et un coloriste, donc je ne veux pas Mm. non plus les mettre dans une galère sans nom, donc je voulais être sûr d'essayer de comprendre en fait les mécanismes. Donc bon, ça va, maintenant on verra comment ça se passe. Mais enfin, c'est beaucoup de métiers à intégrer quand même. Mais oui, parce que tu apprends plein de choses et puis tu fais à ton rythme c'est toi qui as les doigts sur le curseur, quoi. Ouais, ouais. Et alors si ça marche pas, ben tu l'assumes, hein, et si ça marche, tu l'assumes aussi. Donc, mais ouais, ça correspond. Mais j'ai effectivement cette impression que ça correspond bien à ma façon de faire et à mon mode de fonctionnement. Et puis surtout, enfin, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Quand c'est du boulot, faut faire de la promo, faut faire Ouais. ce que tu fais. Et là, je suis un autre projet qu'un livre photo. Et bon, eux, ça y est, c'est réussi. Et là, ils vont le livrer, le bouquin. Euh, mais finalement, quand on regarde les chiffres, donc là, tu es à 38 contributions et le bouquin photo, c'était à l'objectif. Ils ont dépassé les objectifs et en dépassant, ils sont arrivés à 500. Euh, Quand tu connais les chiffres de l'édition traditionnelle, ok, ton premier bouquin, combien il faut que tu en vendes pour que tu sois réédité chez Erol, par exemple? Oh, j'en ai absolument aucune idée. Alors moi j'ai En eu fait, deux chiffres, j'ai eu 800 et j'ai eu 3000. Mais en tout cas ça fait beaucoup quand même. ouais, alors beaucoup, pas beaucoup, je sais pas. Astérix, c'est plusieurs millions, hein. Non, non, C'est- non, mais enfin, t'es un nouvel auteur, l'éditeur te donne ta chance, mais pour qu'il t'édite la deuxième année, il faut que tu vendes un certain volume de bouquins. ouais, ouais, je sais pas parce que Et, et mes c'est... bouquins au début sont toujours très bien vendus, je touche du bois, mais donc la question s'est pas posée. Donc, je sais pas, ouais, il y a certainement, ben, c'est normal, Bien il y sûr. a des problématiques. Mais ce que je voulais Après, dire, c'est que le niveau enfin, il faut en vendre beaucoup de livres il faut en pour vendre. avoir la chance d'avoir une deuxième Oui, édition, quoi. oui, et en fait, après, la problématique est différente si tu es en auto-édition et si tu es en éditeur, enfin, si tu passes par un éditeur classique. Et justement, j'en discutais hier avec un copain qui fait de l'auto-édition aussi, qui est dans le sud de la France, et il me disait, en fait, quand il vend 1000 albums, lui, il fait que de l'auto-édition. Quand il vend 1000 Ouais. albums en auto-édition, il gagne pareil que s'il vend 35 000 albums par un éditeur. Ah, ça, il n'y a pas photo. Ça, c'est bien Donc, tu connu. vois la différence, quoi. C'est Si tu énorme. veux gagner de l'argent, tu fais de l'auto-édition, que ce soit de la BD ou Et c'est complètement fou, des quoi. C'est de livres. 1 à 35 quand Ouais, même. ouais, 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 C'est ouais. quand même monstrueux, quoi, comme un facteur de multiplication. Ouais, Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Soit tu essaies d'en vendre 35 000 par un éditeur, soit tu essaies d'en faire 1000 pour ouais. toi. Alors, c'est sûr que tu fais moins, beaucoup moins, mais pour un album, tu gagnes beaucoup plus, quoi. Donc, moi, je travaille aussi avec des éditeurs, hein, en BD Mm. ou avec Erol. Ça s'est toujours très très bien passé avec Erol. Il n'y a jamais eu de souci. Moi, il me semblait que
je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que chaque livre se vendait à 5000 exemplaires par an, un truc comme ça, je crois. J'avoue que je regarde pas trop les chiffres de vente. Voilà, je regarde quand même les chiffres quand je reçois les droits d'auteur, mais les chiffres de vente, je les regardais pas trop. Mais je pense que c'était de cet ordre-là. Après, si effectivement, si un livre se vend à quelques centaines d'exemplaires, ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire peut-être qu'il n'a pas rencontré son public, que le thème n'était pas à l'ordre du jour. Enfin, il peut y avoir des tas de choses, hein, des tas de raisons. Mais bon, du côté de l'éditeur, on peut comprendre aussi que s'il n'y a pas un nombre d'exemplaires suffisant, oui, c'est pas grave, hein, ça n'a pas marché, hein. Ça ne veut pas dire que le prochain sur notre thème ne fonctionnera pas, hein. Ah ben ça c'est après oui, c'est comment dire, la chance ça se travaille, mais c'est pas, il y a que ça finalement à la fin, il y a que. Oui, c'est le bon moment, le bon sujet au bon moment. Bon, faut un peu travailler aussi, hein. Tu peux pas torcher un bouquin, quoi, hein. Il faut quand même bien travailler. Ouais. Mais ouais, il y a un peloton, enfin, il y a un certain nombre de choses. En même temps, tu peux pas parler de style non plus pour un bouquin sur Internet, quoi. Il faut que ça soit avant tout pratique, quoi. Le truc, parce que moi j'ai toujours dit, ok, si j'avais écrit un bouquin sur le référencement, c'était, je crois que tu l'as rebrandé d'un nom différent, mais c'était le SEO 0 €, quoi. Oui. C'était la version courte. C'est ça que j'aurais aimé écrire, moi. Parce que quand tu débutes dans le SEO et qu'on te dit, tiens, faut que tu achètes le bouquin d'Andrieux, c'est quand même un sacré pavé. Le gros, ouais. Se farcir quand tu démarres, quoi, waouh. C'est en fait parce que justement le gros il faisait 700 pages que il y avait des gens qui me disaient ouf, ouais, c'est bon, pour caler un meuble ça va, mais c'est quand même un peu lourd. Donc je me suis dit oui, il faudrait quand même une version light. Et donc au départ j'ai fait SEO 0 €, alors qui a changé de nom parce que a priori l'éditeur avait trouvé que ça c'était pas vendeur, SEO 0 €. Moi je trouvais ça dommage parce que j'aimais bien ce titre. Moi aussi. Bon, donc c'est devenu référencement Google mode d'emploi, c'est un peu plus basique, mais bon, ça marchait mieux a priori, ça se vendait mieux. Mais ouais, voilà, c'était une version light. Tu commences par la version light et puis si t'accroches, tu passes au pavé, quoi. C'était logique dans la stratégie, si stratégie il y a en tout cas. Alors attends, si je me souviens, parce que j'ai eu l'honneur de rédiger une préface pour ton livre, et si je me souviens bien, c'était les 10 ans, non? Ou quelque chose comme ça. Ouf, je sais plus. Bon, en tout cas, la première version est sortie en 2006. C'est possible. Je sais plus. Il y en a eu 11 ou 12, 11. Donc 12. ça devait pas être les 10 ans. Il y en a eu quelques. Bon, bref, peu importe. Donc, et dans ma préface, ce que j'expliquais, c'est que quand je regardais depuis, donc j'avais sorti la première édition et puis je regardais l'évolution et en fait, t'as permis de documenter notre histoire. Oui, mais complètement. C'est un peu comme le site Abondance aussi, que j'ai voulu finalement comme un historique du SEO. Il est sorti en 98. D'ailleurs, au début, j'avais conçu Abondance, le site Abondance, comme un outil pour mettre à jour mon bouquin. Je sais plus, ça devait être, moi je ne sais même plus quel c'était, comme avait fait Danny Sullivan d'ailleurs de Google maintenant pour Search Engine Watch, hein. Il avait son site Search Engine Watch à l'époque. Et puis il avait, non, enfin avant Land. Avant Land, c'était Watch. Ah ouais, d'accord. Il est passé de Watch à Land. Et donc, il avait fait un bouquin pour mettre à jour. Il avait fait le site pour mettre à jour son bouquin, par contre. Et je me suis dit, ouais, c'est pas con comme approche. Et donc, voilà, j'avais fait pareil. Et puis finalement, oui, quand tu regardes Abondance, il y a quand même quelques milliers de pages sur l'histoire du SEO et la naissance de Google, les actualités d'AltaVista. Enfin, c'est assez rigolo à regarder, à faire des recherches sur Abondance. Je l'ai vu, ça, je l'ai vu quand j'ai fait une migration, parce que c'était un peu le bordel, en 2016, je crois, j'avais fait une grosse migration pour tout mettre sur WordPress. Et du coup, j'ai relu un peu
j'étais un peu obligé parce qu'il y a des traitements, les vieux articles qui étaient écrits à la main, c'était de l'HTML, hein, pur et dur. C'était écrit en HTML. J'ai été obligé de faire du copier-coller manuel et donc du coup j'ai relu des articles et il y avait vraiment des trucs assez rigolos, quoi. J'avais commencé moi à documenter l'histoire du SEO via mon projet du confinement qui s'appelait SEO Conspiracy, et puis j'ai pas pu terminer Bill Swalski par exemple. Donc on a fait l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a passé en revue ses meilleurs billets de blog et tout ça, et puis après le pauvre est décédé avant qu'on ait eu le temps de terminer toute la série. Mais c'est vrai que c'est un métier qui il y a des histoires à raconter quand même. Il y a des d'ailleurs justement J'avais proposé je crois à Paul Sanchez de faire un petit bouquin ou un petit guide PDF sur l'histoire peut-être pas du SEO français, mais de l'histoire des concours, oui. des concours SEO, parce que là, je trouve que c'est vraiment des trucs où il doit y avoir 1000 trucs rigolos à raconter, quoi. Et puis bon, il était intéressé, mais bon, après, tu sais, il y a tellement de projets dans tous les sens. Voilà, ça s'est pas fait, mais je trouvais que ça aurait été rigolo de raconter, par ceux qui l'ont vécu, l'histoire des concours SEO, des tout débuts jusqu'à il y a quelques années. Je crois qu'il n'y en a plus maintenant. Mais... Non, et puis s'il y en a, c'est des trucs commerciaux. Ouais, mais tu sais, Paul, tu lui dis, donne-moi une réponse mardi, mais de quelle année? je voulais justement. Donc, il faut que je retrouve, je ne sais plus où je les ai dans quel fil j'ai posé les questions. Mais il y en avait une justement qui était parce que donc tu parles de Paul Sanchez, j'ai un chapeau noir et peu le savent, mais tu es en fait le Black Hat originel. Vas-y, explique-moi. Eh bien, réacteur. Ah ouais, réacteur. Réacteur. T'en veux du site qui trustait les premières places en faisant du contenu? Alors, ce n'était pas du contenu, c'était les pages de résultats du moteur, hein, qui avaient été indexées. Et alors, j'ai eu beau expliquer à l'époque, c'était réacteur, ouais. J'ai eu beau expliquer à l'époque que c'était totalement involontaire et qu'à aucun moment on a eu. C'était quand même fou, quoi. Et même, je m'en veux un peu de ne pas avoir eu cette idée, de ne pas l'avoir fait volontairement quelque part. Mais en fait, ouais, on a fait un moteur de recherche avec la technologie. Je me demande si ce n'était pas la technologie des mecs de Free, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais des mecs super sympas qui bossaient chez Free sur un serveur qui tournait dans une sale machine de Free en pirate. Bon, ça me reviendra. Et ça marchait plutôt pas mal. Le serveur le moteur était plutôt bien. Et puis, effectivement, on n'avait pas mis de noindex ou de machin ou de robot.txt sur les pages de résultats. Et ça s'est retrouvé indexé. Et vraiment bien positionné, quoi. Vraiment, c'était un truc de fou, quoi. Et en fait, du jour au lendemain, on a vu les recettes pub qui ont explosé. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et on dit, oh merde, les pages de résultats sont indexées. Je peux le dire maintenant, hein, il y a prescription. On n'avait franchement pas du tout fait exprès. C'était le faux Black Hat pourri. Et alors, on a un peu attendu quand même parce que ça faisait quand même beaucoup de sous. Et puis après, Google nous a contactés. Et puis, en fait, on a fait un contrat avec eux pour faire un moteur avec eux, quoi. Voilà. Et puis, ça s'est bien terminé. Mais bon, voilà, j'étais effectivement Black Hat. La seule action Black Hat que j'ai faite dans ma vie, ça a été totalement involontaire. Par contre, ça a super bien marché. Mais surtout, tu étais le premier, encore une fois. Moi, j'ai fait des moteurs de recherche quand je faisais, c'était MSN.
à l'époque qui affichait un flux RSS pour chaque résultat de recherche. Donc, j'agrégeais les flux RSS de MSN, aka Bing aujourd'hui. Mais ça, c'était après. Toi, il y avait avant toi, après, en tout cas en France. Avant Peut-être, toi. je sais pas, ouais. Non, t'es le premier. Il y a un paquet de gens qui nous sont tombés dessus, hein. Alors c'est marrant parce que j'ai expliqué, je dis bah non, excusez, enfin je vais pas m'excuser, hein. C'était complètement pas volontaire, complètement involontaire, et puis mais beaucoup de gens ne nous croyaient pas, hein. On s'est pris des insultes, enfin bon, c'était un truc de fou, quoi. Bon après, on en explique, si les gens ne croient pas, ne croient pas, hein, on s'en fiche, on s'en fichait. Nous, on avait fait ça, honnêtement, on avait fait ça. En fait, c'était, je vais donner les noms, hein, des fauteurs. C'était Franck Chapavert, je me souviens de Franck Chapavert, Briou d'Internet, Ouais, bien sûr. Référencement 2000, etc. Je l'ai revu cet été, c'était super Franck, sympa. il est en Pologne, non, maintenant enfin, Non, il était en Roumanie. J'étais allé le voir ouais. en Roumanie, à Bucarest, et puis maintenant, il est à Brioude. Alors, je fais un peu de pub pour lui. Ouais. Ouais, il est retourné chez lui et il fait des cabanes dans les arbres super belles. Voilà, c'est le PDB, PEYDEBE, je crois, PDB, voilà. N'hésitez pas à taper cabane dans les arbres, Brioude, vous le trouverez. Et c'est super, super truc. Puis voilà, on a fait une bonne soirée, très sympa. Et puis, c'était Sébastien Joncheret aussi de Renet.com. Ouais. Et en fait, ce qu'on faisait, c'était que tous les mois, on se bloquait un week-end, un gros week-end. Et puis on allait, alors Franck il était à Brioude, Sébastien il était à Nantes, et puis moi j'étais en Alsace, et on se faisait un week-end tous les mois chez l'un ou chez l'autre, et on faisait un site web. Dans le week-end, on codait comme des malades, on faisait un site web et on buvait du pastis, en gros. Et donc, on a fait comme ça Google aussi, le moteur de recherche alsacien. On a fait Reactor, on faisait des outils, on faisait plein de les outils ref, tout ça. Il y avait outils ref, voilà, VisiRef, il y avait vraiment plein. Enfin, à chaque mois, on sortait un outil et puis on se marrait bien. Et puis, on faisait aussi un truc à Nantes, on était allé voir un match de foot. Enfin, voilà. À chaque fois, on faisait un truc sur place. Moi, j'ai une choucroute ici. Enfin, bref. Voilà, bon, ça, on s'éclatait. On se foutait complètement de savoir si ça allait nous ramener des sous ou pas. Mais on faisait ça pour s'amuser. Et c'est toujours le truc qui m'a poussé dans tout ce que j'ai fait. C'est pareil, Seximol, je ne sais absolument pas si ça va me ramener de l'argent, mais je m'en fous, je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça pour m'éclater, pour faire des choses avec des gens bien, des gens en qui j'ai confiance et qui sont des vrais pros et qui font bien les choses et avec qui je m'amuse. Voilà, c'est ça qui est important. Enfin, peut-être que des choses je vais faire hurler certains référenceurs, enfin certains SEO aujourd'hui qui voient plutôt l'aspect financier, mais moi c'est jamais quelque chose qui m'a poussé, l'aspect financier. Ça a toujours été éclatons-nous, faisons les choses bien, faisons les choses avec sérieux, sans se prendre au sérieux, ça c'est important. Mais quand même sérieux, mais quand même sans se prendre au sérieux. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que le fric qui vient, ça vient avec. C'est une fin, c'est pas un moyen. Ça vient avec, et puis t'as pas besoin d'avoir ça comme objectif. Alors je dis pas que si tu veux gagner de l'argent et c'est ton seul objectif, tu vas pas y arriver, mais en tout cas, par rapport à ceux qui justement s'amusent, et essaye de bien faire les choses, le potentiel est largement plus élevé. Mais juste pour revenir sur Seximol, une des questions les plus sérieuses qu'on me pose, c'est par rapport au titre, Seximol, est-ce que tu as déjà ranké sur la SERP Viagra? Ah non, j'ai jamais essayé en fait. Donc, okay. Non, parce que je pense que pour ranker sur ce type de mots-clés, à mon avis, le white hat, tu oublies quoi. Je sais pas si elle est même pas monitorée à la main cette requête aujourd'hui. Il y en a quelques-unes qui. C'est pas idiot. Il y en a quelques-unes qui. La requête sec, c'est sûr. Viagra, je sais pas. Mais c'est vrai que c'était même des sites hackés qui remontaient sur ce genre de requête. C'était même pas du black hat, là. C'est du hacking, pur et dur, quoi. Carrément.
Alors pour le nom Sexymol, je ne peux pas dire l'origine du nom Sexymol, puisque en fait, ce sont les gens qui vont commander l'édition luxe de l'album Sexymol sur Ulule qui auront l'explication du nom, parce qu'il y a une explication pour le nom Sexymol, mais ça, je peux pas dire plus. Au bout, autre question intéressante, et je n'aurais pas pensé à te la poser celle-là, mais au bout de combien de temps tu t'es considéré, entre guillemets, comme expert? Ah, mais je ne me suis jamais considéré comme expert, hein, Non, mais clairement. c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, c'est-à-dire dans le sens où tu te dis, ok, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça devient mécanique, c'est plus la potion magique. Je pense que ça a été un petit peu quand même 6 mois avant d'arrêter. Et ça a été une des causes de mon arrêt du métier de SEO. C'est que j'apprenais plus, quoi. Enfin, Ouais. j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Je ne peux pas dire que j'apprenais plus, tu apprends toujours, mais d'apprendre moins. Et je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais, quoi. Alors, je sais pas, c'est pas une notion d'expert, de pas expert, c'est que j'avais l'impression d'avoir presque une réponse à toutes les questions, quoi. C'est ça, ouais. Et je me suis dit, bon, ok, je pense que j'ai fait le tour du truc. Bon, ça marchait super bien, hein. J'ai toujours très bien gagné ma vie avec le SEO. Et j'ai toujours aimé ce métier, clairement, et je ne le renie évidemment pas, c'est très bien. Mais c'était, ouais, voilà, j'avais moins l'impression d'apprendre, parce que j'ai toujours eu envie d'apprendre, vraiment, Mhm. et j'apprenais moins, donc tu maîtrises pas. Je ne veux pas dire que je maîtrisais, non, c'est pas ça. C'est ok, tiens, bah, si je veux faire ça, je sais quoi faire, quoi, Voilà, c'est ça. quasiment. C'est vraiment purement, Et aujourd'hui, c'est purement mécanique. Il n'y a plus vraiment de surprise. Adéquation, moyen, objectif. ouais, Si tu as les ouais. moyens de tes ambitions, Du coup, c'est ça moins va, quoi. sexy, quoi. Ouais. Enfin, je trouvais ça moins sexy. Et puis, ça faisait 30 ans que j'en faisais quand même. C'est bon, à un moment Mhm. donné, tu as aussi envie un peu de bouger, comme ça, comme il y avait toute l'IA qui arrivait, enfin, tout plein de trucs. Voilà, puis une atmosphère des fois un peu bizarre. Bon, je me suis dit, allez, allez. La manière polie de dire les choses. Mais le truc, oui, l'atmosphère un peu bizarre. Après, c'est vrai qu'il y a deux manières de le voir, où finalement, moi, je me suis complètement mis en retrait, mais les gens pensent que je suis quand même là et que je manipule par derrière, alors qu'en fait, non. Mais moi, j'ai mon petit groupe, hein, j'ai Bootcamp. Il y a quand même une communauté de 300 personnes dans ce petit truc-là, et ça fait presque 8 ans que ça dure, quoi. Et le reste, alors je me suis amusé là avec le. Il y a un peu du drama là en ce moment. Tu dois être au courant quand même. Oui, plus honnêtement, je regarde ça de loin parce que j'ai beaucoup de travail sur la BD et que. Mais oui, enfin, je regarde, je suis certainement pas au courant de tout, ça c'est clair, mais Ben, les trucs. c'est-à-dire que t'as Corleone qui est passé à Julien Courbet, c'est-à-dire une Ah, photographe. j'ai vu, ouais. Donc bon, ça a ouvert le capot de la marmite. Euh, mais c'est sûr que moi, ma version, et ça c'est par rapport à avoir été juge au Search Awards pendant une dizaine d'années, et que c'est donc Nikki, hein, la boss, qui font, tu vois, rien que septembre, octobre, novembre, je crois ils organisent 13 awards. Donc c'est une machine, ils en font des centaines par an, quoi. Et elle me disait que c'est dans le SEO que les juges, que c'était toujours les plus passionnés, qu'ils allaient se battre jusqu'à la fin pour défendre des concurrents, enfin des nominés, que par rapport à toutes les autres thématiques, que ce soit marketing digital ou même elle faisait des trucs dans la santé, etc., que la passion était débordante chez le SEO. Et est-ce que c'est ça qui peut-être entraîne justement le fait que on part en tilt, quoi, carrément, parce que c'est ça, ça devient des fois déraisonnable complètement, moi y compris, hein.
Ouais, ouais, bon, j'ai toujours ressenti que c'était très clanique quand même comme milieu. Il y a quand même Ouais, beaucoup de clans ouais. qui sont pas toujours très perméables. Bon, voilà, après, je dirais pourquoi pas. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle façon de vendre le SEO, notamment sur LinkedIn, qui est arrivée il y a peut-être un an ou deux, avec des gens qui clairement n'y connaissaient rien, mais qui faisaient quand même beaucoup d'esbrouf dans leur Ouais, méthode d'approche, qui a beaucoup énervé le milieu, je pense, et ouais. à raison d'ailleurs. Hein, et je pense que ça a mis un peu le bordel quand même, clairement, et ça a encore plus clané, je dirais, le milieu. Et ouais, tu sais, je crois que j'ai fait partie d'à peu près toutes les associations qui ont, Oui. enfin, de SEO en France depuis 30 ans, et ça a toujours été compliqué, quoi. Ça a toujours été compliqué, alors que j'ai été président d'un club de tennis, c'était une association, ça s'est toujours très bien passé. Oui. On était là Ouais, ouais. pour que les gamins ils jouent au tennis, quoi. Enfin, et chaque fois s'il y avait une association, alors peut-être que le SEO Camp ça se passe mieux, je sais pas, hein, mais il y a quand même eu plein d'histoires au SEO Camp aussi au fil des ans. Mm. Et je pense que c'est peut-être un métier qu'il faut faire avec beaucoup d'ego, je sais pas, peut-être une question d'ego, je me rends pas compte. Peut-être que c'est un métier très masculin, alors peut-être avec plus d'ego, je sais pas. Mais Mais là, euh, attends, je t'arrête parce que justement, j'ai tiqué sur ce mot ego hier ou avant-hier en live parce que et j'ai été chercher justement la définition. Define deux points ego. Et en fait, euh, ben, on a quand même besoin d'une sacrée dose de confiance en soi. oui, bien sûr. Et je vais faire là, peut-être si j'ai encore la pêche juste après toi, parce que maintenant j'annonce même plus. J'appuie sur Go Live quand je suis en fille. C'est Radio Lolo, il s'allume, peu importe. Et je crois plutôt que c'est le côté mytho du SEO qui est à critiquer, parce que je remplacerai ego par confiance en soi qui est on en a énormément besoin. Donc ça peut être perçu comme de l'ego, mais je crois que c'est plutôt le côté mytho qui est à... Oui, c'est possible, oui. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Parce qu'il y en a beaucoup qui se racontent, enfin, comme je dis toujours, les fameux éditeurs de sites, revenu moyen 300 balles par mois, d'accord? Et surtout, s'ils papotent en public, dans un Discord ou Twitter ou autre, ils sont à 300 balles par mois. Ceux qui sont à 3 000 ou à 15 000, ils n'ont pas le temps de parler en public. Euh, mais de gagner 300 balles par mois, donc je parle pas de chiffre d'affaires, je parle de revenus nets, et aller monter sur les planches ou ouvrir ta caméra et expliquer aux autres, et surtout faire une formation sur oui, j'ai la méthode parce que regarde, j'ai pu gagner jusqu'à 15 000 euros. Le jusqu'à est important, d'accord? C'est pas consolidé sur des mois et des années. Tu as réussi un exploit, un mois t'as fait 15 000 et tu as en fait une stratégie complète. Voilà le C'est ce côté que mytho. c'est ce dont je parlais Mm. tout à l'heure avec tout cet esbrouf sur LinkedIn. Au bout d'un moment, j'allais plus sur LinkedIn parce que c'était l'un derrière l'autre, quoi. Et puis tu le voyais. Souvent, c'était des énormités en plus qui étaient dites. À la limite, moi, j'ai toujours accepté et j'ai trouvé ça bien que les gens s'expriment, et j'ai accepté qu'ils disent même sur des sujets sur lesquels il y avait débat. Voilà, on peut avoir un avis sur un sujet sur lequel il y a débat, mais raconter n'importe quoi sur des sujets qui sont largement connus, reconnus, testés, vérifiés, validés depuis 10 ans, Tiens, euh, j'en ai un. ça faisait peur, quoi. Ça faisait peur. Et ça, c'était l'un derrière l'autre. C'était une suite d'énormités sans fin. Et c'est usant de voir ça parce que ce sont des gens qui ont plus ou moins tué le métier pendant des mois et des mois quand même, hein, parce que déjà que bah, l'image de marque, elle n'était pas Ouais. extraordinaire.
Mais quand tu vois des gens qui viennent raconter des trucs de dingue, alors évidemment, derrière, tout le monde dit non. Alors, mais ces gens-là, ils ont aussi leur communauté qui disent mais si, Et enfin bref. la méthode pour vendre, attention. Oui, oui, Ils appliquent des méthodes assez puissantes, made in USA, qui sont ouais, persuasives. ouais, ouais. Donc c'était dommage parce que c'était. Toi, tu bosses comme un con, tu essaies de faire tes tests, tu essaies de donner une information que tu as validée, que tu as testée, que vraiment tu as essayé enfin, tu essaies pas de raconter n'importe quoi aux gens, tu essaies de leur donner des infos pratiques. Et puis derrière, ton boulot, il est balayé par des couillons qui ne sont là que pour vendre au travers de méthodes de vente, mais sur lesquelles il n'y a aucun fond derrière. Il y a pas de fond. Je trouvais ça vraiment terrible. Après cela, j'ai pas vu forcément leur formation, mais à l'époque où je faisais le Don Quichotte contre les moulins à vent, et j'ai suivi donc les formations de tous ceux qu'on appelle les vendeurs de rêves. Euh, et il y avait des énormités, mais effectivement des trucs où tu as du style, ok, ben tu dois jouer sur l'urgence et la rareté pour vendre. Donc décide combien tu veux gagner, et puis dis que ben, tu n'en as que 10 000 exemplaires de ta formation. Oh, putain, c'est un truc vidéo, d'accord? Tu peux pas. Comment tu veux dire que, t'as 10 000, que c'est limité à 500 000 ou 10 000, alors que c'est un produit vidéo ou PDF? Bon, bref. Mais par contre, pour retrouver un peu le sourire, une des questions qu'on me pose est très précise. Hein. Pourquoi tu dis que même si la métadescription ne s'affiche pas tout le temps, il est conseillé de la remplir et que c'est plus que nécessaire et qu'il faut mettre plein d'informations? J'ai signé un NDA, je ne peux plus faire de SEO. Mais si, ben, si elle est là à 30% du temps, ben, c'est bien. Ben, il faut la remplir pour les 30% du temps où elle est là. Est-ce que tu veux que je te dise ça? Ça, c'est un effet, mais enfin, c'est assez symptomatique justement de ces mystères Enfin, et puis c'est lui le chef. Par exemple, moi j'ai toujours trouvé ça insupportable que Google prenne le droit de réécrire mes balises titres. Touche pas à mon titre, Google. C'est son moteur, il fait ce qu'il veut. Exactement. Et à la fin de la journée, ben, tu as vécu toutes ces années, tu as vécu tous ces updates, tu as vécu toutes ces vagues, avec des vagues de SEO qui ont disparu. Et là, on est en plein des agences fermes à la chaîne. Les agences sont en position latérale de sécurité. Mes clients reçoivent un minimum de 10 appels et plus 10 emails par jour. Donc, c'est un vrai carnage. Mais en fait, moi je dis les gens vont continuer de chercher de l'information. Mais là où je me trompe, c'est que, je ne sais pas quand, mais dans un futur proche, on va commencer à se servir de ça comme véritable assistant. Dis Thierry, je dois partir à Marrakech le 10 novembre avec Olivier. Organise-moi tout ça. Et il se débrouille. Bien sûr, mais il y a vraiment eu un tilt chez moi quand j'ai vu arriver ChatGPT, hein, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir en parler. C'est le nom qui tue, mais c'est vrai que c'était. Ah ouais, mais attends, ouais. En fait, j'ai vraiment eu voilà, les connexions se sont enclenchées dans ma tête. Et oui, à un moment donné, c'est clair, quoi. Il va y avoir un truc comme ça. Et il n'y aura plus beaucoup de place. Bon, il y aura toujours la longue traîne, il y aura toujours plein de trucs, il y aura toujours ça. Par contre, sur certains types de requêtes, le SEO, c'est plus possible. Enfin, pour moi, c'est évident. Ça a été une évidence, vraiment. Ça ne veut pas dire que
ça sera le cas pour toutes les requêtes. Ça ne veut pas dire que le SEO est mort, pas un coup fin. C'est que bien sûr, ça va bouger énormément mais c'était déjà quand même le cas. Il y avait beaucoup de requêtes de courte traîne sur lesquelles tu pouvais plus te positionner, quoi, clairement. Et là, ben oui, c'est une autre forme d'interface. Mais moi, je l'ai toujours dit, vraiment. Alors, c'est un truc que j'ai dit pendant 30 ans, c'est que la requête, c'est nul. La requête, c'est nul. Notre cerveau n'est pas fait pour transformer une question en requête. Ouais. Vraiment. Et donc, et finalement, les moteurs, ils ont toujours fonctionné. Et les moteurs qui ont essayé, d'ailleurs, je me souviens le moteur d'Orange à l'époque, qui avait essayé de faire un certain nombre de trucs en langage naturel, mais c'était beaucoup trop tôt et malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Pourtant, c'était pas si mal le résultat. Ils avaient fait un peu du chat GPT avant Ils l'heure. avaient un gros labo R&D, Oui, Orange. oui, dans la Sophia Antipolis, ils bossaient bien. Hein. Et ils étaient pas beaucoup, mais ils faisaient du bon boulot, quoi. Et ouais, en fait, il faut que les moteurs s'adaptent au cerveau, vraiment. Et donc, il faut pouvoir poser la question alors, c'est compliqué, bien sûr, mais justement, l'IA peut permettre ça. C'est quelque chose qui est très intéressant de suivre. Par contre, oui, le côté SEO, ça va devenir un peu plus compliqué, mais bon, pourquoi pas, hein, tout est possible. Bah le ROI du SEO va s'écrouler avec Google SGE, là, qui carrément prend le dessus sur ton site web. Tout ce qui est informationnel, laisse tomber. C'est clair. Et après, oui, il va rester le transactionnel, puisqu'il faut bien quand même aller chez un, chez un vendeur pour acheter à un moment donné. Ouais, ou l'informationnel de très longue traîne. Voilà. Où là, bah, en fait, l'IA, elle n'a pas la matière, quoi. Elle n'a pas suffisamment de matière pour pondre un truc intelligent. Donc là, ce sera encore une SERP traditionnelle. Hein. Google avait un peu fait ça d'ailleurs avec ses SERP à zéro résultat, hein, il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Et puis il n'y avait que la réponse de Google, quoi. Alors c'était basique, hein, et puis je crois que ça a été qu'aux États-Unis, mais c'était les prémices. Quelque part, il n'y avait plus de SERP, il n'y avait plus de résultats naturels. Je me rappelle que tu avais appuyé beaucoup sur cette évolution vers moteur de réponse. Ouais, c'est vrai. Ça faisait partie de ton discours. Et tu avais encore une fois 100% raison. Il n'y a aucune. Pourquoi j'irais sur un site de météo ou de foot ou enfin, le résultat, si le résultat m'est donné directement. Mais par contre, là où moi, maintenant, c'est ma revanche, c'est le branding. C'est-à-dire que, et transformer la traduction algorithmique va être le terme d'entité. Mais pour moi, si tu n'es pas une entité assez puissante, tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer. Tu peux éventuellement atteindre la première page, pourquoi pas, mais pour moi, c'est pas un exploit. Mais être premier, rester premier sans être une marque et sans être suffisamment, justement, pourquoi toi? Le SEO a toujours fait partie d'un tout. Ouais. Faire du SEO pour du SEO, une marque, ça se construit, une stratégie marketing, ça se construit. Et là-dedans, il y a un peu de SEO, mais tu ne peux pas faire que du SEO. Tu ne peux pas baser une stratégie d'entreprise ou d'activité que sur du SEO. Je trouve ça tellement débile, quoi. Et tu le dis, hein, clairement, c'est une stratégie de marque avant tout. C'est même, moi, ce que je vois outre-Atlantique, ça fait des années qu'ils font plus de SEO, justement, comme une fin en soi. C'est SEA et ensuite content marketing qui fait du branding avec la strat SEO à l'intérieur où il y a le petit process, petit 1, tu remplis ta list title comme ça, petit 2, tu tatati, mais il y a plus, et c'est ce que je m'époumonne un peu à dire, et j'ai toujours l'objection, ouais, mais ça marche encore. C'est-à-dire de faire du texte optimisé avec Your Text Guru publié sur des pages HTML,
ça marche encore, ça rapporte encore des sous. Mais oui, mais comment te dire, Olivier et moi, on a vu avant comment ça rapportait. Et là, c'est plus bosser 10 fois plus pour gagner 10 fois moins. C'est bosser 100 fois plus pour gagner 100 fois moins. Et ça va pas aller en s'arrangeant, quoi. Donc, je dis pas que ça marche plus, je dis pas que ça peut pas rapporter plus, pas encore rapporter de l'argent, de faire ce que j'appelle le SOE 2010. Et que même à la limite, tiens, j'aimerais bien ton avis, parce que aujourd'hui, moi je dis qu'avec tout ce qui se passe, l'actif numérique le plus important, c'est pas ton compte Instagram, c'est pas ton compte Facebook, c'est ton site web. Ouais. Que c'est le seul, c'est l'actif numérique en tant que société. Ton site web, il doit quand même représenter ça doit pas être. Il est indispensable. En tout cas, il est indispensable, ça c'est sûr. Ouais. Puisque ta vie sur les réseaux sociaux, elle est totalement éphémère. Ouais. Tu fais un post sur un réseau social, ça dure combien de temps? 20 minutes, une demi-heure, une heure, et tu disparais. Donc le site web, et puis t'es locataire. Le seul truc qui règne, c'est le site web. Et puis t'es locataire hein, sur un réseau social, t'es pas chez toi. Et puis ça peut s'arrêter. Regarde, moi je me suis fait bannir de Twitter. Comment ça s'est passé? C'est très simple. On discutait de mots qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. En rapport au wokisme. Et donc, j'ai un pote qui a partagé une liste qu'il avait faite de 25 mots sur Twitter. Un autre pote qui dit « Ah ben ça, c'est un bon moyen de se faire flaguer, de se faire dégager. » Je dis bah, « Écoute, par solidarité, moi aussi, je vais la poster. » Donc, et je te jure, le jour où Elon Musk est rentré dans Twitter, on s'est fait tous les... C'est-à-dire que je suis un des derniers bannis de all Twitter. Et j'ai pas demandé à réactiver mon compte parce que, en fait, j'ai raconté tellement de merde sur ce compte Twitter que je crois que c'est... C'était finalement pas plus mal. Merci all Twitter de m'avoir redonné d'avoir effacé toute cette merde, parce que c'est ça aussi, les mecs qui te sortent du fin fond du trou d'il y a 10 ans, un truc hors du contexte pour t'effacer. Dans justement les réseaux sociaux, parce que tu as connu Internet avant les réseaux sociaux. Et est-ce que tu parlais de clans au sein du réseau, mais moi je vois même des comportements, enfin mes potes riders vivent dans Instagram. C'est-à-dire que Internet, c'est Instagram. Et ils en sortent de temps en temps. Ma femme, c'est Facebook. Ma fille, c'est TikTok. Qu'est-ce que c'est une génération aussi. Hein. Ouais, et donc, et puis je suis assez content de Be Real. Je sais pas si tu es au courant, mais c'est des Français qui ont sorti ça. Le nouveau réseau social à la mode est français. Et alors, le concept est intéressant parce que c'est Be Real, donc sois authentique. L'app te notifie à un moment donné. Alors, tu n'es pas obligé de jouer le jeu. Tu peux poster plus tard. Mais elle te notifie en disant c'est le moment de poster. Et tu dois donc prendre une photo de ce que tu es en train de faire. Et le truc intéressant, c'est que tu dois utiliser les deux caméras. C'est-à-dire, tu prends la photo de ce que tu vois et de ta face en même temps. Donc, c'est un autre concept complètement nouveau, mais qui, à mon avis, va devenir la norme où tu vas streamer 24/24 et ce que tu vois. Et puis aussi, donc, cette photographie avec les deux caméras est assez novatrice, quoi. Mais l'humain augmenté, là, moi, je ne suis pas si pessimiste que la plupart des gens par rapport au fait que, oui, bien sûr qu'il y a des travers dans les réseaux sociaux et tout ce que tu veux, mais... Écoute, moi, bon, oui, après, faut pas non plus passer sa journée dessus à lire les commentaires, parce qu'évidemment, tu te tires une balle au bout de 3 heures. Mais en même temps, quand c'est bien utilisé, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Moi, je suis pas mal sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour Seximol, les réseaux sociaux aident beaucoup à ramener du monde pour participer à la cagnotte. Et si on n'avait pas les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on ramerait beaucoup plus. Enfin, les systèmes de cagnotte, ça fonctionne en 3 cercles. Hein. Tu as un premier cercle, c'est la famille et les amis proches.
Deuxième cercle, c'est les gens que tu connais, les connaissances. Troisième cercle, c'est les gens que tu connais pas. Et il y a beaucoup de, de contributions à la cagnotte qui viennent de ce troisième cercle. Alors, autant les réseaux sociaux interviennent moins sur le premier et le deuxième cercle, autant sur le troisième cercle, tu en as besoin, c'est obligatoire, sinon c'est compliqué. Tu vois, même le SEO, ok, tu tapes Seximol, on a la SERP, mais enfin, on ne peut pas dire que la requête soit hyper concurrentielle non plus. C'est quand même, si tu n'arrives pas à te positionner sur Seximol, c'est que vraiment, tu es archi mauvais. Mais oui, on n'est pas un SIA. Un SIA, c'est des sites porno. Mais bon, Ouais. oui. D'où la question sur Viagra. Oui, tout à fait. Seximol, mais c'était fait exprès quand même. Hein, le but, c'était d'avoir un nom rigolo. Mais le SEO ne va pas nous amener de quoi faire le projet. Ce qui va nous amener de quoi faire le projet, ce qui va finaliser la cagnotte, c'est les réseaux sociaux. Mais alors, on essaie de le faire bien, de le faire proprement, d'aller sur des groupes de musique, des groupes de BD, des groupes, mais on demande avant. Enfin, voilà, et on essaie de suivre les règles, les éthiques, etc. de chaque groupe. Voilà, mais si tu fais bien les choses, je ne vois pas pourquoi ça aiderait pas. Et moi, je connais plein de gens et j'ai fait plein de connaissances sur les réseaux sociaux. Et grâce à la facilité que tu peux avoir pour contacter des gens que normalement tu n'aurais aucune chance de voir ou vraiment très peu. Et pour ça, c'est génial, quoi. Vraiment, notamment, j'utilise beaucoup Facebook parce que je suis un vieux boomer, mais parce que a priori c'est ça maintenant. Mais n'empêche que sur Facebook, j'ai rencontré un tas d'auteurs de BD. Il n'y a que sur les salons éventuellement que j'aurais pu les voir, mais sur les salons ils dédicacent à tour de bras, c'est pas évident. Faut essayer de manger à côté d'eux. Enfin voilà, mais non, là tu discutes, tu dis plein de choses, et puis la fois où tu le verras sur un salon, il saura qui tu es, etc. Et ça c'est génial, quoi. Ça, c'est vraiment génial, c'est fabuleux comme outil. Et voilà, il faut c'est toujours pareil, hein. Tu prends un marteau, c'est un outil. Quelqu'un prend un marteau et tape sur la tête de quelqu'un, tu ne feras pas le procès au marteau, tu feras le procès à celui qui a utilisé le marteau. C'est toujours pareil, quoi. Donc, c'est des outils, il faut les utiliser. Moi, je trouve ça. Moi, je suis assez fan des réseaux sociaux, mais. Alors, TikTok, je n'ai jamais essayé, donc je ne suis jamais allé, donc je ne peux pas dire. Mais c'est des outils qui, s'ils sont bien utilisés, sont assez géniaux, je trouve. Je dirais qu'il en manque un en France. Les Français, vous n'avez pas... La partie française ne fonctionne pas. Il faut y aller en anglais. Mais pour moi, tu peux enlever tout le web et garder Reddit. Et ça me suffit pour exister, pour poser des questions. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a toute une partie de la recherche d'informations qui est passée sur Twitter, qui est passée, enfin Reddit, toute recherche d'informations, on le dit en anglais, dans le jargon, toute recherche d'informations commence sur Reddit. C'est ce qu'il y avait un peu aussi sur les forums. Le problème des forums, c'est que ça partait en gamelle à la troisième réponse, quoi, où tout le monde racontait n'importe quoi. Mais c'est la force de Reddit qui a réussi à trouver un algorithme de classement des commentaires qui fonctionne. C'est-à-dire que les premières réponses sont pertinentes ou rigolotes ou t'interpellent ou enfin je veux dire voilà tu tombes les trois premiers c'est toujours bien quoi. C'est ça qui à mon avis a fait que Reddit est malgré une histoire chaotique et même récemment il y a eu des gros chamboulements, ça tient toujours la route parce qu'ils ont un algo de classement des commentaires qui marche. Et c'est super important parce que tu as raison, ça c'est la question, tu cherches que ce soit sur Google ou directement sur la plateforme, tu tombes sur le truc et puis après tu regardes particulièrement Twitter, surtout sur certains sujets qui sont un peu border ou un peu, enfin tu vois, d'actu un peu chaude et où les gens sont tendus, tu dis waouh, vous repartez en version homme préhistorique là. Ouais, oui. L'animal. Bon, Facebook est pas mal aussi là-dessus. Hein. Tu poses une question,
Enfin, j'ai l'impression que les gens veulent répondre même s'ils ne savent pas, quoi. Il y a un peu de Dunning-Kruger et un peu de tout là-dedans, mais c'est un peu, c'est souvent un peu compliqué. Je veux dire, si tu sais pas, tu dis pas. Ouais, tu parles pas. Tu ne parles que si tu sais et que si tu as vérifié ce que tu dis. Voilà, ça c'est important. Ben, ça, c'est ma recette. Je sais pas grand-chose. Et tu me verras rarement intervenir sur des sujets que je maîtrise pas. Ou alors comme ça, enfin, je veux dire, de manière superficielle. Mais ouais, je pense que c'est pas très compliqué. Il faut, parce que des experts en virus, on est passé aux experts en géopolitique, Oui, oui. et puis, Ouais. ça continue. Enfin bon, bref. Donc, en SEO, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas super compliqué, mais il faut s'y coller quand même un petit peu. Et puis surtout, si tu mets pas les mains dans le cambouis, si tu restes... Il y en a même des personnalités très connues qui finalement n'ont fait que du reporting, quoi. N'ont pas mis les mains dans le cambouis. Oui, elles ont donné des ordres à des équipes, etc. Mais ces personnes-là sont pas allées dans vraiment Dans le faire dur. le truc, quoi, Dans le dans le dur. dur. Ouais, bah oui, c'est Euh, clair. et c'est bien souvent aussi l'autre symptôme que je vois, c'est par contre celui qui a mis les mains dans le cambouis et qui a réussi pour un site, et ben alors il croit qu'il peut, parce que parlons-en 2 minutes, ça, de la différence entre éditeur de site ou éditeur d'un site ou qui a fait un petit réseau et puis après traiter un client X ou Y. Mm. C'est parce que là tu parles de clan et il y a toujours le truc de pourquoi tu ferais du SEO pour d'autres, parce que ça rapporte tellement quand t'en fais pour toi-même. Mais je ne crois pas que c'est une question de mentalité, que Bah, si, complètement. moi ça m'a, enfin, j'en avais ras-le-bol de rafraîchir les consoles de AdSense et d'affiliation et de parler que à des mecs que de ça. On parlait que de ça. Mm. Et les clients m'ont beaucoup apporté. C'est eux qui m'ont donné envie de Et continuer souvent d'avancer. aussi, le client t'apporte parce que tu n'as pas accès à tout. Ouais, Donc, c'est par ses limites qu'il t'apporte aussi. ouais, Parce que quand c'est ton site, bah, c'est open bar, hein, tu fais ce que tu veux. Un ouais, client, tu fais jamais ce que tu veux. ouais. Tu fais avec les contraintes qu'il a et les portes qui t'ouvrent et celles qui te ferment. Donc, bah, il faut parfois aller plus loin sur les portes qui sont ouvertes. Faut les explorer à fond, sachant qu'il y en a d'autres qui sont fermées. Donc, c'est une autre façon de voir, de voir le truc. Hein. Moi, j'ai jamais eu un client qui m'a laissé les clés de ses serveurs. Hein. Moi, j'ai eu et j'ai toujours refusé. C'est l'inverse. Tiens, voilà, on va te filer. Je dis non, parce que Ouais, là, t'es mort. j'ai déjà vu le coup du développeur qui est parti fâché en planquant un petit bout de code no index quelque part. Je dis non, tu pourras pas m'accuser parce que je j'ai pas accès. Mais t'as raison par rapport aux contraintes techniques et aux priorités marketing qui peuvent être des obstacles infranchissables pour le SEO. De la même manière d'arriver à... Et c'est là où c'est quasiment impossible sans avoir le contexte. Et c'est pour ça que je recommande toujours de jamais critiquer un confrère quand tu passes après, parce que tu sais pas. Tu n'as Bien pas le sûr, contexte. bien Pas le sûr. contexte. Tu peux, même si tu peux lire l'audit ou je sais pas quoi, t'as pas toute l'histoire. Et tu crois que tu peux tout voir parce que tu peux pas voir les backlinks et le code source. T'as pas toute l'histoire et t'as pas le contexte. Euh, et ça, c'est... Oui, d'un côté, on est terrifiant et on fait peur dans tout le milieu du marketing digital parce qu'on voit tout. Mais entre SEO, attention aux conclusions trop hâtives. Qu'est-ce que tu en Non, penses c'est clair. de cette attitude-là des gens qui arrivent à dire ah, ben, j'ai reverse ingénieré, ça y est, j'ai trouvé
quel était le secret de celui-là pour être premier. Ça fait longtemps que le reverse engineering, ça marche plus en SEO de toute façon. De toute façon, c'est, comment te dire, ça a toujours été du reverse engineering à la petite semaine. C'est-à-dire que c'était il y a une époque où tu voyais des trucs quand même. Tu arrivais à distinguer des choses. Je te parle de ça il y a 15 ans. Mais tu faisais une action. Tu voyais les data centers bouger pendant la nuit et c'était stabilisé pour le lendemain pendant 24 heures. Donc, c'était relativement facile. Tu avais action, réaction. Mais là, le problème, c'est que les gens n'isolent pas. Tu peux encore faire des tests. Et c'est là où je te rejoins, c'est qu'à chaque fois que je fais un test, je peux prédire l'échec ou la réussite. C'est plus tellement rigolo. Mais les gens font tout dans tous les sens. Alors qu'à l'époque, on était quand même assez, en plus, obstiné. C'est-à-dire, tu focalisais sur un truc et puis tu as raison, tu pouvais voir, mais parce que Google t'ouvrait les portes de, voilà, tu fais une action, voilà la réaction par rapport à cette action, quoi. Alors qu'aujourd'hui, waouh. Aujourd'hui, il y a tellement justement de données contextuelles qui rentrent en ligne de compte que telle requête sera pas traitée comme telle requête. Enfin, plus personne chez Google ne sait comment fonctionne l'algorithme, clairement. Ah ben si, RankBrain, c'est comment le machine learning, c'est comment il fonctionne, mais les humains, oui, voilà. les humains sont au service du machine learning, hein, ça c'est clair et net. Chez Google, il y a plus, et puis surtout ce Google version 1996. Google Lens, j'en parle beaucoup, mais pour moi l'algorithme il n'est pas encore prêt, il est un peu foireux encore. Tu sais, je dis toujours, quand tu tapes des trucs et que tu vois trop de résultats Facebook remonter dans Google, c'est pas normal. Ils sont pas copains, quoi. Par contre, Google Lens, quand ça fonctionnera bien, c'est un vrai truc, hein. La recherche visuelle, ça va toujours un truc, c'est toujours, tu vois tellement de possibilités de fonctionnement de la recherche visuelle au quotidien, beaucoup plus que la recherche vocale d'ailleurs, hein, clairement. Moi, j'aimais bien celle de Bing. Hein. Enfin, Bing a souvent été plus en avance que Google sur la recherche visuelle. Et ça, c'est vraiment un gros truc, quoi. C'est vraiment un truc super intéressant. C'est le truc, enfin, ce que j'appelle la recherche en réalité augmentée. Que ce soit après avec version Apple et l'écran devant toi là 360 ou encore le device avec un écran comme ça, peu importe, mais c'est sûr que de faciliter, enfin c'est du bon sens, quoi. Tu pointes ton truc, tu appuies, puis ça y est, tu as tout ce qu'il faut. La recherche vocale, et je crois que la recherche vocale, là où ils se sont, c'est par rapport aux nuances. Déjà, c'est compliqué avec le texte, les nuances, de traiter les nuances, mais alors avec le vocal, je crois que c'est là que ça coince. Ouais, alors je pense que en fait, la recherche vocale n'était intéressante que comme pré-vision de l'IA. Commander une IA en vocal, ça ne me semble pas con, mais faire une recherche vocale en informationnel ou pour avoir des SERP purs et durs, putain, mais à quoi ça sert, quoi. Enfin, ou alors c'est l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, voilà. Cale-moi un voyage à Marrakech avec Olivier pour le 10 novembre. Voilà, parce que ça, c'est de la purée. Enfin, là, l'IA, elle va se régaler avec ce type de truc. Et elle est capable de te le faire. Ça, c'est tout à fait faisable. Si c'est pour donner des requêtes en vocal, des mots-clés en vocal, excuse-moi, je ne vois pas le truc. Je n'ai jamais très bien compris. En plus, ça ne fonctionnait pas. Donc. Ouais, le conseil que je donne toujours, c'est quand même. Parce que là, mon dernier billet sur mon dernier post, c'était si tu dis bonjour, s'il te plaît, merci à ChatGTP, t'es foutu. c'est très compétent, mais ça devrait s'appeler compétence artificielle d'ailleurs, plutôt qu'intelligence artificielle, à mon avis. Mais
Moi, j'ai une attitude assez darwiniste, c'est-à-dire, je te dis, si une techno, que ce soit IA ou autre, hein, t'a rendu obsolète et que tu passes en mode défense, comme je vois l'éducation nationale qui dit aux élèves, je vous interdis d'utiliser ChatGPT, on a des détecteurs de contenu IA, c'est pas la solution. C'est le meilleur moyen pour que tout le monde l'utilise. Hein. Oui, mais tu peux pas. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'on va pas revenir en arrière et que de passer en mode défense n'a jamais été la bonne manière. Clair, oui. Ça me rappelle quand je bossais au Crédit Agricole dans les années 86-90 et en Guadeloupe. Et en fait, il y avait le Minitel à l'époque, donc on avait intégré le Minitel là-bas. Et en fait, il y avait des Minitel sur les bureaux. Et en fait, le truc, c'était, ils avaient dit, défense de faire du 3615. Tout le monde faisait du 3615. Ça a été le déclic pour que tout le monde le fasse. Et c'est quand ils ont dit, faites comme vous voulez, bah, tout le monde s'est arrêté. Mais c'était vraiment ça. Tu sais, moi, j'étais de la maternelle à la 6e dans un système type Montessori. Les portes étaient ouvertes de l'école. Tu pouvais sortir. En CP, tu pouvais sortir entre midi et 2. Personne sortait. Après, je suis allé dans un lycée classique où entre midi et 2, c'était fermé. Le premier truc que je faisais, c'était d'escalader pour sortir. Oui, ben voilà. et donc, comment, pour terminer, comment tu compares justement cet état d'esprit du début des aventuriers, ce qui t'a amené à continuer parce que c'était une évolution continuelle, une recherche, un enrichissement continuel, mais il faut un mindset particulier de partir d'une feuille blanche. On partait d'une feuille blanche. Il y avait rien. Il y avait pas. Justement, c'est ça qui est passionnant. C'est qu'il faut remplir la feuille. Le champ des possibles était énorme. C'était vraiment ça. C'était en fait quand j'ai commencé à m'intéresser à Internet en 93. Hein, je faisais de la veille technologique. Donc il y avait HTML qui sortait, il y avait la DSL, il y avait plein de trucs, les modems, les machins, les trucs qui faisaient des bruits pas possible. Voilà. Et en fait, je me suis dit, waouh, j'ai eu une démo en 93 justement à l'université de Strasbourg du web sur le navigateur Mosaic 1.0, le tout premier navigateur. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que. En plus, moi, je sortais du Minitel, donc vraiment, je voyais la différence et le potentiel que ça avait. Et je me suis dit, quels sont les. Enfin, Internet, je vois à peu près à quoi ça ressemble maintenant. Quels sont les deux trucs qui sont qui ont le plus de potentiel pour moi? Il y avait le mail. Parce que je me suis dit, ok, dans 10 ans, tout le monde s'enverra des mails. Et les moteurs de recherche, parce que l'information, c'est ce qui est le plus important. Et qui traite l'information, on arrive d'un monde où, avant Internet, où quand tu avais l'information, tu avais le pouvoir. La détention de l'information avait le pouvoir. Et on était en train de passer, ça se voyait, on était en train de passer à un monde où l'information serait disponible, parce que du coup, tout devenait disponible. Donc, c'était plus l'information. Détenir l'information n'était pas un signe de pouvoir, c'était le fait de traiter l'information et diffuser l'information. Et qui faisait ça? C'était les moteurs de recherche. Et donc, le champ des possibles. Alors, je me souviens, en 96, puisque Alta Vista était sorti en 95, décembre 95, en 96, j'avais fait une étude pour savoir si les résultats d'Alta Vista étaient différents pour la même requête, quand la personne se situait aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Russie, en France, etc. J'avais fait une étude là-dessus avec des gens qui étaient situés un peu partout dans le monde. C'était pour des ministères, etc. Bref. Et pour essayer de comprendre si déjà les moteurs de recherche manipulaient l'information. Si quelqu'un qui tapait terrorisme aux États-Unis, en Chine ou au Japon avait les mêmes résultats. Bon, à l'époque, c'était le cas, mais c'était déjà des questions qu'on se posait, qui étaient vraiment importantes. Et est-ce qu'il y a manipulation de l'information? Et donc, comment elle est diffusée? Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me fascinait totalement. Et c'est pour ça que je suis allé dans les moteurs de recherche, dans le SEO, etc., et que j'ai essayé d'aller
dans cet univers et d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et quand tu essaies de comprendre comment ça fonctionnait, évidemment, tu rentres vite dans le référencement naturel et le référencement organique, puis le SEO, selon les termes usuels aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans, quoi, dans la marmite. Tu as sans doute eu... ça, c'était il y a longtemps. Hein. Moi, je me rappelle d'une thèse. Je crois que c'était pas un mémoire. Là, je crois que c'était une vraie thèse où on t'opposait à moi. Donc moi, bien sûr, le démon. Toi, l'ange, évidemment. Mais ça a toujours été un peu c'est vrai que il y a eu cette... il faut que les gens, tu arrives à t'identifier, nous mettre dans des cases et que moi, je m'habille tout en noir et je dis des gros mots et tout ça. Et puis toi, tu mettais beaucoup de chemises à rayures et que c'est difficile de t'en vouloir pour quelque chose. Donc, il y avait... Attends, il y a une thèse pour dire que pour nous opposer, sans déconner. Ouais, j'aimerais bien la trouver. Il faudrait que je la retrouve, mais je dois la voir quelque part. Hein, mais il y avait, c'était pas que sur ça, hein, c'était sur le milieu du référencement, mais parmi les personnalités, on était opposés, comme si en fait on s'était construit l'un par rapport à l'autre, alors que pas du tout. Pas du tout, non, mais le résultat donnait ça. Voilà l'image qu'on donnait, quoi. J'ai jamais eu un mot contre les Black Hats dans 30 ans de carrière, entre guillemets. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il l'entend. Et les Black Hats n'ont jamais fait d'ombre à mon travail, clairement. Ils ne pas avoir fait d'ombre. Tu parlais de mindset, d'état d'esprit, c'est une question d'état d'esprit. Soit tu veux essayer d'aller chercher ce qu'il y a derrière la machine et essayer de manipuler les algos. Moi, c'était pas ma vision, mais je me suis toujours très bien entendu avec la plupart des Black Hats et on a toujours bu des bières ensemble sans aucun problème. On fait le même métier de façon différente, c'est tout. On faisait, du coup, pour moi, le même métier. Mais voilà, je n'ai jamais voulu. Alors, des fois, il y avait des sites qui étaient bien classés, puis on voyait bien les méthodes qui étaient utilisées, c'était un peu énervant. Mais à part ça, pourquoi est-ce que j'irais casser du sucre sur l'un ou sur l'autre chacun fait comme il veut, c'est tout. Si ça marche et que la personne s'accomplit dans ce qu'il fait, très bien, allons-y, quoi. Alors, le bémol que je mettrais, c'est quand même que quand tu as un peu de bouteille et quand tu vois un petit peu plus clair, c'est pas de leur en vouloir, c'est de dire tu vas droit dans le mur. Et regarde, comme quasiment tous ont été obligés de nettoyer leur réputation et ce qui m'a sauvé moi, c'est d'ailleurs Bad Cuts qui me l'a dit, hein, les yeux dans les yeux, disant ouais, mais vous étiez des search engine hackers, la Dark SEO Team. C'est-à-dire que ce qui nous amusait, c'est découvrir des failles et pas forcément les exploiter pour gagner plein d'argent. Et par contre, des bribes, et surtout quand il avait un petit peu un coup dans le nez, je te dis pas qu'il te disait des secrets, mais par contre, des trucs qu'il a sortis, c'est sûr et certain qu'ils étaient en mode Trojan. C'est-à-dire, quand ils t'ont ciblé, ils voient tout. Ils ont accès à tout. Ils ont accès à ton ordi. Parce que c'est pas possible autrement. Il y a des trucs que je savais sur quelqu'un, machin, et genre un hobby un petit peu qui va pas s'avouer comme ça, tu vois, en public, lui, il était au courant. Et il y avait ça, c'était pas sur Internet, quoi. C'était pas en public. Donc, je crois qu'il faut pas les prendre pour des... Mais qu'il y a un niveau... Enfin, faut pas les prendre pour des blaireaux. Et par contre, il y a un niveau de tolérance, voire même de respect envers ceux qui essayent de faire avancer. Mais il n'y en a plus de ça, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et qu'il n'y a plus de... Tu peux l'avoir sur d'autres plateformes, mais en ce qui concerne Google, il n'y a plus rien de vraiment extraordinaire à découvrir. Alors si, il y a sur des nouveaux challenges, Discover est le gros chantier aujourd'hui.
et moi, ce que j'en dis, c'est OK, très bien, vous me montrez que vous apparaissez dans Discover, mais est-ce que tu arrives à pérenniser? Montre-moi une courbe sur 2 ans, d'accord? Pas juste, pas juste ton espèce d'oscillogramme là. Sans échelle, souvent d'ailleurs. Ouais. donc c'est ça aussi, oui. Les exploits, c'est bien, mais on est là pour faire du business. Et si tu veux faire du business sur Discover, alors il faut quand même avoir une autre amplitude. Et puis, au final, tu n'as pas l'impression qu'on savait depuis toujours comment il fallait travailler bien comme il faut, mais que c'est... Moi, je dis que c'est l'inverse des Jeux Olympiques. C'est-à-dire, Jeux Olympiques, ça démarre, il n'y en a qu'une médaille d'or. SEO, c'est tu pars du caniveau. Tu pars du bas niveau et en fait, tu fais juste le niveau de merde acceptable pour que ça fasse le job. Parce que sinon, c'est plus coûteux, ça prend plus de temps, c'est plus difficile, etc., etc. Et ce qui fait que aujourd'hui, ça se resserre. L'espace immobilier, je ne sais même plus si on peut l'appeler le résultat de recherche ou la SERP. Et que, oui, ceux qui vont être différents, ceux qui vont arriver à créer une marque et à se démarquer et à être remarquables vont rester. Mais ça va se resserrer. Est-ce que tu le sens, ce phénomène-là de rétrécissement et de resserrement? Et j'espère que ce n'est pas les agences SEO qui vont... Oui, je le sentais aussi. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait moins, quoi, parce qu'il y avait moins de choses à faire. Mais en même temps, voilà, je m'entends te dire que depuis 6 mois, je ne suis plus du tout le CEO. Voilà, je suis un peu sur via les réseaux sociaux, l'actualité, etc. Et via Abondance encore, bien sûr. Mais pour ce qui se dit sur Abondance, parce qu'évidemment, je n'interviens plus. Mais voilà, après, ce qui s'est passé depuis 6 mois, et je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ça y est, moi, je suis parti sur d'autres rails, hein, clairement. Mais oui, il y avait, je sentais quand même depuis longtemps que cette notion de moteur de réponse était prégnante et elle prenait de plus en plus de place et ça va certainement être le cas dans les mois qui viennent. Ça me semble totalement évident, quoi. Donc, voilà. Du coup, c'est un peu moins marrant, quoi, comme possibilité. Ça se resserre. Et puis après, oui, tu peux aller jouer sur d'autres... Internet est grand et puis il n'y a pas que les moteurs de recherche. Oui, il y a plein de choses à faire sur... si tu veux t'amuser avec l'IA, apprends à coder en Python et il y a plein... C'est retour en l'an 2000, là. Hein, à ce niveau-là, tu peux réinventer... oui, moi, j'y vais pas parce que, justement, j'ai vécu cette époque où il y avait des trucs qui marchaient et puis quand ça s'arrêtait l'affiliation poker, quand je suis passé de 50 000 à 5 000 en 24 heures, c'était une bonne leçon, quoi. Dernière question, les multiples vies d'un SEO, puisqu'on est parti de... Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de tuto, il y avait 2 forums, Abondance et WebRank Info en français. Ouais. Avec tout ce recul, est-ce qu'au final, tu te dis, est-ce qu'on aurait dû justement toutes ces associations standardiser, etc., réguler, faire en sorte que ce soit professionnalisé, ou alors finalement, le fait qu'on soit invisible encore aujourd'hui, qu'on n'existe pas, c'est pas plus mal. Non, moi je pense que ça aurait été quand même bien de crédibiliser le métier, franchement. Ça aurait beaucoup facilité les choses et ça aurait développé le métier aussi. Je ne suis pas sûr qu'il se développe tant que ça aujourd'hui, ou dans le bon sens. Je pense qu'il aurait fallu... mais je ne sais pas comment, hein, parce qu'on a tous essayé. Hein, on a tous essayé. Hein, même à l'international. Hein, ils ont plus échoué. Ils ont plus échoué à l'international que peut-être parce que c'est un métier qui est basé sur quelque chose qui n'est pas
matériel. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règles, il n'y a pas de règles établies en tout cas, il n'y a pas de loi, encore moins. Il y a, un art difficile, une science inexacte, et que finalement chacun a sa propre vision du SEO et qu'il n'a jamais été possible de cadrer tout ça. Moi, je trouve ça un peu dommage, hein, parce que je pense que ça se serait mieux passé. Bon, mais le fait d'être invisible, je ne sais pas si c'est un gage de pérennité. Je n'en suis pas totalement certain. Non, Trop de règles, c'est c'est pas très bon non plus. court-termiste, hein, d'être invisible. Ouais, C'est des opportunités pour là, tout de suite, maintenant. ouais, voilà, mais ça, il n'y a pas de pérennité, quoi. Non. Euh, Est-ce que c'est encore possible? Voyons le bon côté des choses. Est-ce que c'est encore possible? Je ne sais pas. Il faut, Si on prend ma théorie qu'aujourd'hui, il faudra arrêter le bricolage du point de vue de la fabrication des sites web, le SEO prend tout son sens dans le sens basique, enfin fondamental de faire des sites accessibles dans tous les sens du terme, quoi. Mais parce que c'est ma théorie, franchement, c'est qu'il faut, tu faut arrêter de bricoler, quoi. tu regardes sur des projets gouvernementaux, sur des gros trucs, quoi. Enfin, tu regardes les sites qui sortent, c'est de la sous-merde, quoi. Vraiment. C'est des trucs. C'est ça. Ouais. C'est terrible, quoi. C'est terrible que des trucs qui coûtent des centaines de milliers d'euros, il n'y a même pas la base du SEO. Enfin, c'est incroyable. Et je pense il aurait dû avoir des règles à suivre, vraiment, mais au moins les basiques, quoi. Je veux dire, pas aller sur des trucs très compliqués, Ouais. mais de dire, quand vous faites un site, voilà, il y a le manuel, machin truc, et vous pouvez pas. Enfin, des espèces de règles de W3C, tu vois, Ouais, un petit ouais. peu comme la W3C. Voilà, c'est des trucs là, faits par tous les moteurs, par un certain nombre d'organismes, machin. Et voilà, ça c'est comme Upcast pour J'avais participé. l'accessibilité. Voilà, tu vois, J'avais participé à la partie référencement de Hopcast et j'y croyais à ça, mais après, c'est resté dans mais les. mais c'est fou, tu vois, quand tu vois derrière les résultats, en 5 minutes, tu vois à quel point le truc a été mal foutu et tout ça pour un budget de 300 ou 400 000 euros. Alors, ouais, ok, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour que. Mais et encore une fois, je ne parle pas de choses très compliquées, hein, mais au moins qu'il y ait les 10 fondamentaux du SEO sur tous les sites web. Là, Ouais. on révolutionne en faisant ça, on révolutionne le web, hein, clairement, hein. Et le métier de SEO d'ailleurs. Moi, l'idée, c'était j'ai l'opportunité de refaire un Demos version moderne en sélectionnant donc les 100. Mettons, ok, tu sélectionnes les 100 000 top sites, mettons en France. Et ce qu'on pouvait faire, c'était donc finalement de les mettre dans une bulle, donc de créer un nouveau web, quoi, tu vois, avec juste les top 100 000, obliger ces top 100 000 à se mettre aux normes, quoi, enfin à arrêter de faire n'importe quoi et refaire le web à l'envers. C'est-à-dire que tu remplis, donc tu détruis pas le web existant, mais dans l'espace internet, tu peux tout à fait refaire une partie qui serait justement avec, il n'y a pas besoin de plus de 100 000 sites et il n'y a pas besoin de plus de je sais pas combien de centaines de milliers de mots-clés, mais c'est pas tant que ça. De mots-clés. Après, il y a les requêtes, il y a la multiplication autour des mots-clés, mais moi, c'était mon idée, de dire, OK, on peut recréer un nouveau web Mais ouais, mais propre et obligé. comment tu obliges ces sites à suivre des règles? Ben, c'est ça, c'est à force de faire le forcing, de dire ben, vous faites partie du top 100 000 et qu'on est obligé de vous garder dans cet espace, ou alors sinon on va vous dégager, vous faites plus partie des meilleurs sites du web. Et à force de justement de militantisme pour faire en sorte que ça arrête, parce que moi j'imagine même avec ces nouveaux écrans qui ont une exigence. Regarde
ma théorie du complot sur AMP. Pour moi, c'était un test de comment on peut afficher de l'information avec justement cet écran en réalité augmentée là devant. Tu vois, il va falloir quand même que ça déboîte, quoi. Il faut que l'information, tu vas pas attendre 15 secondes là. Il faut que ça s'affiche. Et puis il n'y a plus de JavaScript, il n'y a plus rien. C'est un écran qui est d'accord comme les provisions de Apple. Donc moi, ma théorie, c'était que c'était un test pour voir justement de comment est-ce qu'on peut obliger les sites à afficher l'information de manière synthétique, simple, juste Ouais, avec mais ça, l'essentiel. avec la force de frappe de Google, tu peux le faire. Tu peux C'est imposer clair. des standards. Mais voilà, il faut s'appeler Google, quoi. Ben, il faut Google, s'appeler Google ou alors il faut que la techno évolue dans ce sens. C'est-à-dire que les gars, ben, ils n'y seront pas. Si ton info, si ton contenu ne s'affiche pas en moins d'une seconde, ben alors c'est un autre qui va prendre ta place. Parce que là, on est en mobilité, on est en streaming 24 sur 24, 7 sur 7. C'est ça le monde. C'est que. Tu sais, mon frère avait bossé pour Larry Page chez Google X. Et le brief, donc mon frère, il fait de la 3D. Et c'est un des grands Manitou de 3D Studio Max. Il était chez Epic Games, Unreal Engine aussi, c'est lui, enfin tous ces trucs-là. Et Larry Page, ben, il prenait des philosophes, des médecins, des machins pour inventer le futur. Et le brief, c'était « Et si Google avait une forme ? Et si Google était tout autour de toi ? Qu'est-ce que ça serait ?» Donc je te le dis direct, hein, c'est parti avec, il va falloir mettre une puce dans le cerveau des gens et Matrix, quoi, Matrix. Voilà la conclusion. Mais si c'est ça, ben oui, le web, on peut le jeter parce que c'est merdique, quoi. Les versions mobiles des sites web, il y en a pas un. Enfin, ils se ressemblent tous. Va donner un peu d'authenticité et de différence à la version mobile d'un site web, quoi. Le challenge est compliqué. Oui, c'est clair. Et Mais puis, d'un autre côté, tu peux pas dire non plus, si tu suis pas mes règles, je te dégage. Aujourd'hui, bien tu peux sûr. plus. Ouais, Parce non, que bien sûr. sinon, Google, il fait ça, il se prend 1 million de procès pour discrimination dans la minute. Donc, ça, Ouais, mais il y a un vrai, enfin, c'est l'utilisateur qui va dicter ça, la nécessité d'accéder à l'information. Il y a besoin d'y accéder là tout de suite, maintenant. C'est plus possible de bricoler et puis de faire ces délires que je vois du point de vue enfin, à tout niveau dans la création de sites web. Non, moi je dis toujours, désolé, on savait pas ce qu'on faisait, quoi. Ça paraissait comme une bonne idée, mais si tu regardes en arrière, tu dis ouais, waouh. Au final, la bonne idée. Donc, je suis pas super optimiste par rapport à la technologie des sites web. Voilà mon truc. La recherche d'informations et comment le SEO va arriver à s'adapter pour toujours trouver un moyen de gratter les bons restaurants. Mais par contre, oui, par rapport à la techno site web, j'ai des doutes, quoi. c'est sûr qu'elle se complexifie, ça c'est clair. Je me souviens, j'avais eu un site là, on m'avait mis un site dans les bras, une plateforme dont j'avais même jamais entendu parler, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'est un site public. Ils avaient, si je me souviens bien, 9 millions de pages indexées dans Google. Sur l'ancienne technologie, ils sont passés sur une nouvelle technologie où aucun lien interne n'était visible, avec changement d'URL en plus. Ils sont passés à 28 pages indexées. De 9 millions de pages indexées à 28 pages indexées. Ouais, et quand j'ai vu le truc, ils m'ont dit comment on peut faire, changer de plateforme. C'est une merde. Une merde SEO, c'est pas possible. Alors, c'était un truc qui était tellement impossible à imaginer qu'on puisse faire un truc pareil, quoi. Et voilà, c'est le truc qui était vendu comme étant le top de la technologie de création de sites web, qui était en plus des trucs hyper compliqués pour faire des trucs hyper simples. Et ça, il y a quand même, j'ai vu passer beaucoup de sites qui n'étaient pas très compliqués dans ce qu'ils offraient comme fonctionnalité,
et qui était créé avec des usines à gaz. C'est un truc que j'ai jamais compris, quoi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui. Tu me rappelles, oui, moi c'était un client américain dans les bagnoles et il m'appelle, il me dit ouais, on s'est fait pénaliser, blacklisté par Google. Ok, très bien. Je regarde le site, je regarde le code source. Ben, il n'y en avait plus de code source. Refonte en React.js. Oui, d'accord. Plus de code source. Plus de code source. Et bon, ben. Regardez, c'est là. La vérité est à l'écran, non? C'est pas ce que tu dis. Voilà, et j'ai plus jamais entendu parler d'eux. mais bon, bref. Ouais, les histoires d'horreur du SEO sont liées, je crois, aux histoires d'horreur du web en général. Et puis après, contrairement à l'IA, où j'en veux un peu à ces grands gourous qui s'en vont en annonçant la mort de l'humain, les robots vont tuer les... Il y a rien qui me surprend dans ce qui se passe autour de l'IA, sauf la vitesse, la vélocité fulgurante de l'innovation et de la progression de la techno. Ça me surprend. Mais tout le reste, tu mets ça entre la main des êtres humains, tu crois quoi? Tu crois vraiment qu'il n'y a pas des trucs de travers qui vont se passer? Bien sûr que c'était annoncé d'avance. Mais nous, c'est allé très très vite si on regarde en arrière. Enfin, 20 ans là, 20, 30 ans, c'est passé comme ça. Mais c'est pas allé, c'est pas allé dans le sens le plus simple et le plus efficace et le plus... Google a quand même aidé, honnêtement. Si on doit bien lui rendre c'est qu'ils ont quand même fait progresser pas mal de choses dans le bon sens du point de vue de la fabrication des sites web. Ça, on peut leur rendre justice à ce niveau-là. Mais tout le monde n'écoute pas les bonnes pratiques de Google et tout le monde ne lit pas ton livre, malheureusement. Alors, on rappelle que fr.ulule.com/sexymol. De toute façon, je vais mettre le lien et moi je vais prendre quel pack, moi? Alors, pour la petite histoire, pendant qu'on parlait, il y a eu 4 contributions. Donc merci à ceux qui nous ont donné un peu d'argent. Donc la version de luxe, elle me paraît obligatoire. Le pack 4, pack 6, qu'est-ce qu'il y a en plus? IDBees et le pack 7. Le pack 7, c'est la totale. Tout. Et étonnamment, on a pas mal de gens qui prennent le pack 7. C'est très sympa parce qu'évidemment, c'est celui qui nous fait gagner le plus d'argent. Mais voilà, sinon, on a fait quand même des packs assez différents de 18 à 150 € pour qu'il y en ait pour toutes les bourses et que chacun nous aide comme en fonction de ses possibilités. Mais quel que soit le pack, on essaiera de toute façon, on fera toujours les choses du mieux possible pour que les gens soient contents de ce qu'ils recevront. Moi, je prends le pack 7. Et bien sûr, ça livre qu'en France et en Belgique. Putain. Mais c'est bon. En dehors, on se débrouillera. J'ai des adresses en France, t'inquiète. Mais de vivre, tu sais que de vivre dans un trou noir, en fait, où il n'y a pas d'App Store, où Google on n'existe pas. J'ai pas de pub sur YouTube, par exemple. Et je peux faire des trucs, je peux casser Google, je peux voir des choses que tu peux pas voir. Oui, ça c'est possible. Ouais. Parce qu'on est dans un trou noir. Alors après, effectivement, il y a besoin de trouver des proxys pour se faire livrer des choses, etc. Mais bon, c'est pas loin à Perpignan, ça va. Il y a mes beaux-parents là-bas, c'est à 2 heures. Ça va. Cher Olivier, c'était cool surtout de finalement faire un podcast où on n'a pas parlé de référencement tant que ça. Puisque... Mais il y a une vie après le référencement, il y a une vie en dehors du référencement. Hein. C'est surtout ça, c'est surtout de dire que oui, aujourd'hui, ceux qui viennent chercher le métier du référencement pour gagner de l'argent, bienvenue, allez-y. C'est un métier où vous pouvez gagner de l'argent, mais sachez quand même que il y en a qui l'ont fait pour s'amuser.
sans Ouais, forcément parler de puis pour passion, moi, mais moi, j'ai toujours eu la valeur du travail. Hein. Moi, on m'a acquis ça, on m'a donné ça quand j'étais jeune, que bah, faut bosser, quoi. Hein. Et j'ai toujours bossé, je continue à bosser hein, dans le domaine de la BD. Ouais, rien n'est acquis. Et quand tu bosses et que tu essaies de faire du bon boulot, en règle générale, derrière, tu as les retombées. Quoi. regardez la différence entre ma manière chaotique de mener un projet, par exemple ce podcast, où j'ai commencé en 2007 et si je m'y étais tenu, si je m'étais appliqué, si j'avais fait les choses bien comme il faut, euh, j'aurais quelque chose de bien plus conséquent que ce qu'il y a aujourd'hui, alors que je me rappelle tout à fait la première conversation d'Olivier qui me dit bon, comment on fait des vidéos. Qu'est-ce que c'est quoi le logiciel ScreenFlow, ok, d'accord. Et puis tu t'es tenu, tu as fait ça. Je me rappelle, tu disais c'est ma princesse. Mais effectivement, tu as cette faculté de faire les choses à ton rythme et de faire ce que tu as envie, mais Ouais. quand tu t'appliques, alors que moi, les choses me lassent beaucoup plus vite. Et après, c'est des tempéraments différents, quoi. Moi, ça va un peu Ouais, dans tous les sens. Ouais. écoute, je suis taureau, ascendant taureau, et dans l'horoscope chinois, je suis buffle. Alors, hein, il y a quand même une certaine cohérence parmi tout ça, c'est que je réfléchis beaucoup avant, Ouais. mais après j'y vais. Quoi. D'accord, Euh, ok, ok. et- Ouais, je crois que tu dois être t'es les mêmes signes que ma femme, en fait. Donc, je vois le genre. Mais en tout cas, bon lancement de Seximol. Il me tarde Merci. de le lire, puisqu'il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à boucler le. Bah écoute, c'est bien parti, donc Ouais, on ouais. espère que ça va continuer. Non, Il non, faut continuer, aucune raison. il faut nous aider, il faut contribuer au projet Seximol parce que ben, on s'amuse bien avec et on va essayer de faire un truc super. Donc tu me dis qu'en fait, il vaut mieux que je prenne 3 fois le premier pack plutôt qu'une fois le pack à 150. C'est ça? Ben non, parce que c'est pas les mêmes packs. Hein. 3 fois le premier pack, tu auras 3 albums classiques, Ouais, alors ouais. que avec le set, tu as vraiment tous les goodies, la totale. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, si, si. Moi, je trouve que le pack 7, il vaut tout à fait le coup. 150 balles, c'est un prix tout à fait raisonnable pour quelque chose qui. Parce que c'est ça aussi. Moi, j'aime les vinyles, j'aime les livres, j'aime les photos, je les imprime. J'aime tenir les. On est des boomers pour ça. Mm. Allez, 1h51. Pour des vieux comme nous, je crois que c'est bon. Hein. Il est temps d'aller manger la soupe et de se mettre au dodo. Merci Olivier. À bientôt. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Et puis, bah, un petit bonjour quand même à tous les gens qui font du SEO. Hein. Même si c'est un domaine que j'ai quitté aujourd'hui, je le suis quand même de très loin, mais je le suis. Et puis, j'ai gardé quand même pas mal de connaissances dans dans le milieu. Et voilà, j'ai encore quelques conversations de temps en temps avec des gens du SEO, donc c'est toujours très sympa. C'est trop tôt, mais je suis sûr que tu reviendras faire un tour à un événement ou un truc. C'est encore trop tôt, mais je suis sûr et certain que tu reviendras Oh, ben, faire moi, un coucou à un moment donné. si on m'invite, Oui, je suis quelqu'un de très poli. Je viens toujours quand on m'invite gentiment. contrairement à moi, c'est compliqué de me faire venir quelque part. Je me rappelle Philippe Yonnet qui avait dit mais putain, on a fait venir Matt Cut, c'est même pas pour lui, t'es venu. Bref. Bon, enfin bref, allez, sinon on va pas s'arrêter. La bise et non. Scénarise, continue de bien scénariser. Allez, Ouais, merci. je vais essayer. Merci beaucoup pour ton invitation et bonjour à tout le monde et à la prochaine. Salut, ciao.